Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Paul Berveller, je suis obstétricien, donc c'est un obstétricien qui parle des facteurs humains. C'est vrai que c'est les anesthésistes qui en ont parlé en premier. Donc je vais essayer de vous parler pendant 45 minutes de ces facteurs humains, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. On m'a demandé tout à l'heure où est-ce que tu vas faire un topo. J'ai dit que je vais faire un topo sur les facteurs humains, personne ne sait ce que c'est. Donc je pense que c'est nécessaire de faire cette formation. Et donc à la GOF, on m'a demandé si je voulais faire un sujet particulier. Ils ont choisi celui-là. Donc facteurs humains, ils travaillent en équipe. Et on va commencer par le commencement. Ça commence en 77 avec un crash, le plus gros crash de l'aviation commerciale, avec quasiment 600 morts et 64 survivants. Et ça s'est passé à Tenerife. C'est important de savoir ce qui s'est passé parce que depuis Tenerife, il y a eu l'essor de ces facteurs humains. C'est la première fois qu'on a parlé de facteurs humains et de savoir ce que c'était. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déroutement dans les Açores parce qu'il y avait une prise d'otage dans un aéroport de destination. Donc tous les avions se sont retrouvés dans les Açores qui ne sont pas trop faits pour recevoir autant d'avions. Et tous les avions étaient prêts et avaient envie, une fois atterris aux Açores, de se barrer pour rentrer chez eux, bien entendu. Donc tout le monde était sur le départ, tout le monde était pressé de partir, puisqu'après il y a des correspondances, etc. Le temps n'était pas très bon, il y avait des lampes défectueuses. Et puis finalement, un des avions est prêt à partir, assez chaud pour repartir. Le commandant de bord dit bon, c'est bon, est-ce qu'on peut décoller? La tour dit OK. Le commandant de bord comprend OK pour décoller, alors lui, il pensait vraiment décoller, mais la tour de contrôle ne l'entendait pas de cette façon. On va y revenir dans quelques secondes. Le copilote dit on voit vraiment pas bien. Est-ce que tu es sûr que la tour de contrôle a dit OK pour décoller? Le commandant de bord est très pressé, met les gaz, et malheureusement, plus ils avancent, la vitesse augmente et ils voient un avion en face. Puisqu'il y avait du brouillard, ils ne l'avaient pas vu, ils étaient pressés, ils n'avaient pas compris ce qu'avait dit la tour de contrôle, et ils rentrent dans un autre avion, la collision, 600 morts. Et là, on a dit, il y a un problème, personne ne s'est compris, il y avait un commandant de bord qui n'était pas très sympathique et qui avait décidé de ne pas écouter celui qui était, entre guillemets, en dessous. Et à partir de ce moment-là, tout a changé en aéronautique, mais également en médecine. Depuis, il y a eu les CRM. Hier, j'étais dans l'avion et je discutais avec le steward et il me parle des CRM. Tous les stewards, tous les hôtesses, tous les pilotes parlent de CRM. Nous, en obstétrique, mais en médecine, on ne sait même pas ce que c'est. En gros, c'est depuis Tenerife, il y a eu des programmes d'amélioration de la communication et de la coordination des équipes. C'est ça, les CRM. Alors, eux, ils ont appelé ça le Cockpit Resource Management. Mais on peut appeler le crew resource management, c'est notre équipage ou notre équipe quand on travaille en médecine. Ça peut être le team, bon, on s'en fiche. L'idée, c'est qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Et nulle part, on nous a appris ça. On est censé savoir bien travailler ensemble dès le départ. On est censé diriger une équipe très très bien. Aucun cours de management, on sait tous très bien faire. Or, c'est une ineptie. C'est obligatoire d'avoir des formations de CRM dans les grandes compagnies aériennes. Si vous ne faites pas de CRM, vous ne pouvez pas être validé et être une compagnie aérienne digne de ce nom. Donc, comment on pourrait définir ces CRM? C'est les compétences qui sont non techniques. Ce n'est pas apprendre à faire une péridurale ou à faire une ventouse. Ce n'est pas du tout ça. C'est tout ce qui tourne autour de la technicité. C'est le savoir-être. C'est comment on se comporte avec les autres, avec les patients, avec notre équipe, notre équipage, etc. Et dedans, il y a plein de choses. Dedans, il y a la communication, comment il faut parler aux gens pour mieux se faire comprendre. Personne ne nous a appris à communiquer. Moi, je sais parler. Ben non, en fait, on ne sait pas communiquer les uns avec les autres dans une équipe. Les capacités d'anticipation, quand il y a une merde en obstétrique, comment anticiper sur ce qui va se passer. Des notions comme le leadership, le followership, donc quelqu'un qui va leader un peu une situation et des gens qui vont suivre et inversement, des leaderships qui peuvent varier. La gestion du stress. Nous, en obstétrique, on est stressé, mais on sait très bien gérer le stress. Ben, c'est pas vrai, par moment, on est trop stressé et on sait qu'on va déconner, mais il ne faut surtout pas en parler. L'appel à l'aide, etc., l'interruption de tâches. Je ne pense pas que dans votre cursus, on vous ait parlé de l'interruption de tâches. L'interruption de tâches, tous les jours, on en a, avec des bips qui sonnent dans tous les sens, et on sait très bien que c'est un gros pourvoyeur d'accidents médicaux. On va y revenir dans quelques secondes. Donc, les CRM, après tout ça, sont apparu en médecine dans les années 99-2000, déjà on se dit qu'en médecine, il y a trop de morts évitables. C'était la première fois qu'on en parle et on nous dit c'est à peu près 3 747 qui se cracheraient tous les 2 jours les accidents médicaux dans le monde. Donc, mais c'est la première fois. Donc on compare la médecine à l'aviation.
Est-ce qu'on accepterait qu'aujourd'hui, il y ait 3 747 qui s'écrasent tous les 2 jours? Je ne suis pas réellement sûr, mais on n'en parle pas comme ça. Ce n'est pas exactement le corollaire, la comparaison n'est pas vraiment faite. Après, je vous donne quelques chiffres, mais moi je ne les connaissais pas. Déjà en 2004-2009, on nous dit qu'il y a 35%, donc un tiers des effets indésirables graves qui sont évitables. On va voir comment les éviter. Et puis on nous dit, non seulement c'est évitable, mais en plus ça coûte un blé monstre, parce que tout ça, il va falloir le payer, les assurances, tous ces accidents, etc. Et puis aux États-Unis, ils se rendent compte qu'il y a 70% des événements qui sont porteurs de risques, qui sont avant l'accident, et ils se sont rendus compte dans ces 70% d'événements qui arrivent juste avant l'accident qu'il y avait un défaut de communication dans les équipes et de coopération en équipe. Donc déjà, on se dit, ce n'est pas simplement un nul qui vous fait une péridurale ratée ou un forceps trop haut avec une embarrure. Ce n'est pas du tout ça. C'est un problème peut-être de travail en équipe. Donc ça, c'est quand même, ça date de 2004, c'est pas vieux, ça fait 15 ans. Mais c'est important que je vous le dise. Et puis, pareil, une base de données des hôpitaux, des vétérans américains, ils disent, il y a un problème de travail en équipe, 75% des effets indésirables ou de communication. On continue à enfoncer le clou, c'est en 2007. Et puis, un JAMA en 2010, en chirurgie cardiaque, donc ce n'est pas l'obstétrique, mais on n'est pas meilleur, pas moins bien, il faut prendre exemple. Ils font un travail de meilleure coordination d'équipe, d'amélioration du travail en équipe, comment on peut mieux communiquer, etc. Qu'est-ce qu'ils voient? 18% de baisse de mortalité dans un service de chirurgie cardiaque, en améliorant simplement la façon dont on travaille tous ensemble. Et là, quand même, on commence à aller de plus en plus. On est il y a 13 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, dans ces CRM, il y a plein de notions dont je voudrais vous parler, donc je vais juste les survoler, mais on va parler de culture juste, d'erreurs, etc. J'en parle, je pense, à mes internes et peut-être qu'ils pourront en témoigner, mais on pourrait faire ces enseignements. Disons, je suis très honoré de tout ce public qui arrive, mais en retard tout de même. Donc, on va parler de ces notions de CRM qui sont importantes et on va commencer par l'erreur. Moi, on ne m'a jamais dit que c'était normal de faire des erreurs. Parfois, il y a même des mandarins qui vous expliquent qu'ils n'en font pas. Et c'est quoi une erreur? Il faut revenir quand même au début. C'est une situation pour laquelle une séquence d'action n'arrive pas au but que vous étiez fixé. Donc en gros, c'est un écart qui est involontaire. Et ça, c'est très important. L'erreur est involontaire par rapport à une référence. Une erreur n'est jamais volontaire par essence. Et on en fait tous, même le plus grand ou la plus grande des plus grandes, en fait plusieurs par heure. Ça fait partie de notre fonctionnement cérébral. Alors quand on est très relaxé, très cool, on va en faire beaucoup. Quand on va commencer à être plus attentif, on va en faire moins. Et puis quand c'est les grands enjeux, les grandes performances, le concours, on va continuer à en faire, mais de moins en moins. Mais il y a des zones qui sont plus dangereuses pour les erreurs et on va moins les détecter, moins les corriger. Par exemple, la fatigue, le stress, l'interruption de tâches, on va y venir et on va moins récupérer les erreurs. Donc les erreurs ne sont pas graves en essence puisqu'on va en récupérer un certain nombre. Le problème, c'est quand on commence à moins les récupérer, je vais y venir. Il y a plein d'erreurs, de types d'erreurs et je ne vais pas vous assaillir avec ça. Mais en gros, il y a l'erreur de routine et en gros, c'est la défaillance de surveillance de votre exécution par rapport à votre habitude. En gros, vous avez votre trajet tous les matins que vous faites en bagnole, vous ne réfléchissez pas. Et pensez-y, vous allez voir que ça devient sous-cortical. Et par moment, vous avez un appel ou une musique qui passe à la radio, vous l'écoutez, et puis hop, vous êtes à 2 secondes de louper la sortie, mais vous rattrapez. Et c'est les erreurs qui sont les plus nombreuses, ces erreurs-là, c'est les erreurs de routine. Et donc, c'est 80% et on les récupère largement. Notre cerveau n'est pas si mal foutu là-dessus. Et c'est responsable, bien sûr d'incidents, d'oubli, mais c'est rarement des accidents graves. Après, il y a d'autres types d'erreurs, comme on active, par exemple, les mauvaises erreurs d'activation des règles. Alors, soit on choisit une mauvaise solution pour un problème donné, ou soit on peut aussi avoir une erreur de représentation. Par exemple, vous savez très bien faire un forceps, mais vous le faites sur une présentation non engagée. Donc, vous faites un bon geste, mais vous ne le faites pas dans une situation qui est adaptée. Ça, c'est une erreur parfois de fixation. Vous êtes tellement fixé sur votre objectif que vous pouvez amener à ce type d'erreur. Et on appelle ça l'effet tunnel. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Et on sait que ces erreurs d'activation des règles, elles sont plus graves dans les conséquences qu'elles peuvent avoir par rapport à l'erreur de routine. Et puis, il peut très bien y avoir l'erreur par manque de connaissances. Alors, c'est le nul dont on va parler. Ah bah ouais, mais lui, il est nul. Alors lui, il y a le manque de connaissances. Mais on va voir que c'est très rare. C'est pas, dans nos métiers, c'est pas ça le plus souvent la cause de l'erreur. Ça va être de l'erreur de la routine ou d'exécution des règles. On va y revenir. L'erreur, donc, elle fait partie de notre fonctionnement. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on accepte qu'on fait tous des erreurs.
À partir de ce moment-là, déjà, c'est vachement bien. Et en plus, l'erreur, elle ne devient un problème que par les conséquences qu'elle va avoir. Donc, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs, ça ne prédit pas la performance si vous les récupérez toutes. Et l'erreur fait partie de notre système inhérent à notre activité. Et vouloir les éliminer est un non-sens. Et qui sont les premiers à s'en être rendu compte? C'est l'aviation et militaire qui s'est rendu compte de ça. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire si tout le monde fait des erreurs? Donc, personne n'est au-dessus du lot. Ce qu'il faut, c'est qu'on les détecte mieux et qu'on les récupère mieux. Et donc, ça, c'est un marqueur de sécurité. Ce n'est pas de vouloir amoindrir le nombre d'erreurs. Et là, c'est quoi? C'est la checklist. C'est pour éliminer les erreurs de routine dont je vous ai parlé, de votre sortie d'autoroute que vous loupez le matin parce que vous êtes distrait, etc. Et ça, c'est l'aviation. Je ne vous invente rien. Ça fait des années qu'il y a des checklists. Toujours en aérotique, il y a des problèmes parce que parfois on saute des checklists. Moi, quand j'étais interne, il y a eu les checklists qui sont arrivés par l'HAS. La première chose que les médecins ont dit, c'est qu'est-ce que c'est que cette merde de l'HAS? On vient encore nous emmerder avec ça. Je l'ai entendu et peut-être que vous l'entendez encore. Et c'est vrai que on avait l'impression que c'était de la paperasserie. On n'y croyait pas. Oui, mais dans les avions, si vous prenez même des petits avions, on fait des checklists. Mais quand c'est vous qui montez dans l'avion, vous êtes très content de la faire. Pour les patients, vous dites, ouais, c'est encore des conneries. Mais quand c'est dans votre avion, vous allez la faire 2 fois la checklist. Donc, ça, c'est pour les erreurs de routine. Et donc, ce que dit Stéphane Abrial, qui était chef d'état-major dans l'armée de l'air, la manière la plus efficace d'éviter qu'une erreur se reproduise, c'est d'associer son auteur, donc celui qui a fait l'erreur, à l'amélioration du processus qui a permis qu'elle survienne. En gros, c'est un petit peu comme on fait dans les RMM, sauf que dans les RMM, on ne dit pas qui a fait l'erreur, c'est anonyme. Mais là, on nous dit, par exemple en aéronautique, sur les petits avions, on nous dit, tu as fait cette erreur, fais un REX, fais un retour d'expérience. On dit, tu n'auras jamais assez d'une vie pour faire les erreurs que tout le monde peut commettre. Donc en gros, moi, je vais faire une connerie, je vais expliquer à tous les autres, j'ai fait cette connerie, profitez-en, parce que j'aimerais bien que ça ne vous arrive pas. Et ça, ce qui est bizarre, c'est que c'est dans l'armée que ça a été créé, parce que dans l'armée, ça file tellement droit, on se dit on va passer 10 ans au NIOF si je fais une connerie. Eh bien non, justement, dites-le et on va essayer de la corriger. Ça sous-entend la notion d'une culture juste. Alors ça, c'est une autre notion dans les CRM, la culture juste. Alors si tu veux, Nico, la prendre en photo. Mais la culture juste, ça suppose quoi? Ça suppose de ne pas se faire déchirer si vous faites une bêtise, une erreur. Alors là, c'est autre chose. Moi, je me rappelle de staff où on avait peur avant d'y aller parce qu'on savait qu'on avait fait une erreur. Et peut-être que le mieux dans ces cas-là, c'est de ne pas le dire. Comme ça, on ne va pas se faire engueuler. Et ça, c'est le pire. C'est le pire qu'on puisse faire parce que grâce à mon erreur, je vais peut-être vous aider, vous, à ne pas faire la mienne. Et puis, votre erreur, vous allez peut-être m'aider à ne pas faire celle que j'allais faire. Donc, les REX, en aéronautique, tous les jours, c'est juste passionnant de lire les retours d'expérience des mecs qui ont fait des conneries parce que vous vous dites, celle-là, je ne la ferai pas. La culture juste, ça suppose en fait la non-punition. La punition, elle est mère du silence. Si vous punissez, personne ne dira ce qu'il a fait. Moi, mon père me disait toujours, faute avouée, faute demi-pardonnée. Je pense que c'est à peu près la même chose, sauf qu'on ne devrait pas dire faute, on devrait dire erreur. Et c'est dans l'armée de l'air. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Stéphane Abrial? Il dit, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'engager une démarche de dépénalisation des erreurs en vol. Allez-y, je ne vais pas vous punir, mais par contre, vous devez, en revanche plutôt, impunité pour ceux qui ont fait les écarts. En revanche, ils doivent en rendre compte et que ces écarts, bien sûr, fussent involontaires et non répétitifs. Si à chaque fois vous faites la même erreur, au bout d'un moment, on va se poser la question de votre compréhension de tout ça. Mais vous faites une erreur, dites-le et vous ne serez pas puni à partir du moment où c'est involontaire et non répétitif. Tous les jours, ça fait partie de l'aéronautique. En médecine, un peu moins. Maintenant, mieux, je le pense. Mais il y a encore, je pense, des équipes où il ne faut surtout pas dire ce genre de choses. Et on voit des secteurs où c'est encore pire. Et dans les lectures que je vous proposerai, on voit que, par exemple, dans la justice, il ne faut surtout pas dire ces erreurs. C'est à peu près l'organisation qui est la plus dangereuse en termes d'erreurs. Parce qu'après, on va revenir sur des dossiers passés, il peut y avoir prescription, le mieux c'est de mettre sous le tapis. Donc on nous classe un petit peu. Et en matière de sécurité maximum, c'est le nucléaire. Et juste après, c'est les anesthésistes. Et après, très loin derrière, il y a la chirurgie. Et puis loin derrière, les organisations comme la justice. Donc ça pose pas mal de questions. Et donc, cette notion d'erreur et de culture juste qui sont importantes. Troisième point important dans ces CRM, dans ces compétences non techniques, c'est la communication. Et alors moi, on ne m'a jamais vraiment appris à communiquer. Par contre, quand vous faites de l'avion, on va vous dire il faut que tu apprennes à communiquer.
Bah, je sais pas, je sais parler dans un micro, je sais quoi dire, bah, c'est pareil dans une équipe, je sais parler à l'anesthésiste, à mon chef, à mon interne. Eh ben non. Et Bernard Weber, il dit un truc qui est assez intéressant, c'est entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Et donc, c'est assez intéressant parce que par moment, vous faites un appel, vous pensez avoir été hyper clair, et la personne qui est en face n'a pas du tout compris ça. Bah, tu dis, bah si, moi je te l'ai dit. Ah oui, mais non, mais moi j'ai pas compris ça. Et donc, c'est exactement cette phrase. Et tout le monde a l'impression d'être dans son bon droit. Simplement, comme vous communiquez mal, et bah, la personne reçoit mal, et donc, ça peut aboutir à des erreurs. Alors, comment on communique en équipe? Bah, vous n'avez pas de formation, moi non plus. Donc, bah, il faut en parler, il faut avoir des gens qui ont été formés à ça. Donc déjà, la première chose pour mieux communiquer en équipe, c'est de ne pas communiquer dans l'extrême urgence et c'est d'anticiper si possible, bien entendu, et avec tous les protagonistes. Très souvent, tous les jours, hier encore à l'hôpital quand je suis rentré, on m'a dit qu'il y avait des problèmes de communication, que le chef a fait sa visite, qu'il n'a pas prévenu tout le monde, etc. Ben, il faut communiquer tôt et avec tout le monde. Parce que souvent, vous laissez des gens sur le côté, et quand on laisse des gens sur le côté, c'est ceux qui peuvent récupérer certaines de vos erreurs. Ne pas préjuger que l'autre a compris ce que vous vouliez dire, il faut en être sûr. Ça, en aéronautique, tous les jours, c'est fait, ça s'appelle des boucles de collationnement ou boucles de communication. En gros, c'est est-ce que je suis autorisé à décoller? Oui, tu es autorisé à décoller. Et ça, on est sûr, c'est pas le OK dans Tenerife que je vous ai montré sur la première diapo. OK, ça veut dire quoi? OK, tu veux bien que je décolle ou OK, tu as bien compris que j'étais prêt et on attend. Et donc, si vous n'êtes pas clair, bah l'accident peut arriver. Et donc, il faut avoir une phraséologie claire. Mais comme on est médecin, etc., et qu'on est très très fort, on n'a pas besoin d'apprendre à parler. Bah si, il faut apprendre à parler. Et donc, Christian Morel, dans un livre que je vous conseille, qui s'appelle Les décisions absurdes, il y en a plusieurs tomes et le 2 est largement le meilleur. Il dit il faut sécuriser la communication par le renforcement linguistique de l'interaction. En gros, il faut qu'on communique mieux et avec peut-être presque un langage un peu plus codé qu'on ne le fait d'habitude. Donc, c'est important de lever les ambiguïtés. Tu veux vraiment que je vienne en salle? Oui, je veux vraiment que tu viennes parce que parfois on est juste informé. Donc on a un doute, bah, si je raccroche, personne ne viendra et puis je vais rester dans mon bureau. Donc en aéronautique, on l'utilise. Il y a la collationnement, la boucle de communication. Ok, j'ai bien compris, tu veux que je vienne, je vais venir. On peut utiliser un alphabet codé. Moi, ça m'est arrivé, je pense à tout le monde, d'avoir des erreurs de dossier. J'aimerais bien que tu m'apportes le dossier de Madame Dumont avec un T ou avec un D ou avec un P, et puis on ne nous apporte pas le bon. Bah, en aéronautique, il y a eu des accidents avec ça, donc pour bien comprendre les lettres, il y a des alphabets codés. C'est juste pour vous dire que par moment, on est obligé d'utiliser des subterfuges pour mieux communiquer. Et puis, en aéronautique, il y a de l'affirmatif, du négatif, etc., reçu. C'est important en tout cas de ne pas donner un silence quand on vous demande quelque chose, parce qu'on ne sait jamais si vous êtes de mauvaise humeur, encore endormi, si vous allez venir ou pas. Et donc ça arrive tous les jours et vous n'êtes pas au-dessus de ça. Donc oui, j'ai bien compris, je vais venir, ok. Hop, et on raccroche, on est de mauvaise humeur, on est fatigué, mais on vient quand même. Et puis tous les matins au staff, les internes qui vous disent « Ah bah j'ai eu un pH à 7,2 ». Bah, c'est quoi 7,2? C'est 7,02 ou c'est 7,20? Mais il faut parler correctement parce que ce n'est pas le même bébé. Donc bah voilà, c'est des exemples tous les jours qui montrent que l'interne ou la personne qui dit 7,2 a l'impression de bien communiquer, mais ce n'est pas clair pour tout le monde. Donc il faut préciser un petit peu ces choses-là. C'est pour ça que l'HAS a fait un truc qui s'appelle le SAED, qui est une façon de mieux communiquer. Je n'ose pas vous demander si vous connaissiez. Ça existe depuis assez longtemps par l'HAS, c'est ça qui est marrant. Mais comme c'est l'HAS qui l'a fait, ça nous gonfle un petit peu. Et c'est, je pense, ça dans beaucoup de têtes, si les gens le savent. Et puis, bah, c'est juste un copier-coller de ce qui se fait en aéronautique. C'est le SBAR en aéronautique. Et en gros, c'est quand on appelle quelqu'un, il faut lui parler de la situation actuelle, des antécédents, background en anglais, c'est le B de SBAR, de l'évaluation de l'état actuel du patient et de la demande. Alors vous allez dire, ouais, putain, c'est hyper chiant, moi, j'ai pas que ça à faire quand je demande. Tu viens, tu rappliques et c'est tout ce que je te demande. Ouais, mais le problème, c'est que ça aboutit à des accidents que vous ne voyez pas à chaque fois. Et donc, l'HAS a proposé ça qui est loin d'être bête et je vous encourage. Le problème, c'est qu'il faut faire beaucoup de formation pour que les gens commencent à parler comme ça. Les internes qui sont présents ici vont vous dire que quand ils sont appelés par l'auxiliaire en salle de naissance, c'est hey, tu peux venir, on a besoin de toi. Voilà. Donc déjà, on ne sait pas où. On pense que c'est la salle parce qu'on a lu salle de naissance. Et puis on a besoin de toi, donc ça doit être pour un forceps, je pense, mais peut-être pour une hémorragie ou peut-être pour une patiente qui est en train de mourir. Mais on a besoin de toi, donc je vais venir. Mais ça, c'est une merde pas possible en termes de communication. Et donc ça, il y a 1000 exemples
de choses comme ça où on va dire, est-ce que tu peux venir en extrême urgence? Ouais, mais où? Ah, mais elle a déjà raccroché. Donc on va errer dans tous les étages pour savoir qui est mort, qui est en arrêt. Et surtout, on n'a pas le temps de se préparer mentalement à ce qui va nous tomber sur le coin de la tronche. Donc est-ce que c'est un arrêt, est-ce que c'est une hémorragie, etc. Et ça, c'est une erreur. Donc situation, et je suis en salle de naissance, je suis avec Madame Truc en salle 4, et elle a des antécédents comme ça, ou elle n'en a pas. Et là, elle saigne, elle est à 600 cc, elle a une hémodynamique qui se dégrade. Ma demande, j'aimerais bien que tu viennes maintenant. Et l'anesthésiste est déjà appelé. Et à la fin, il y a la réponse de votre interlocuteur qui dit « Ok, tu m'as appelé pour une hémorragie, je dois venir. » Mais personne ne fait ça. On n'a pas envie. Ouais, bah, j'arrive. Et bon, c'est déjà pas mal de dire « j'arrive ». Mais parfois, ça raccroche. J'ai eu des chefs qui m'ont raccroché. Comme ça, on se dit « j'espère qu'il va venir, ça saigne vraiment beaucoup. » Et donc, voilà. Bah ouais, je viens. Ok, bah, il m'a dit qu'il venait et rapidement, il a bien compris que c'était urgent. Et avec ça, eh ben, on évite quand même pas mal de soucis. Dans la communication aussi, il y a un truc qui s'appelle la communication non violente. Alors, malheureusement, ça peut arriver que vous entendiez des communications violentes. Bah, déjà, pour mieux communiquer, il ne faut pas être violent, donc il faut écouter l'autre. C'est une écoute active, c'est fatigant d'écouter quelqu'un. Parfois, vous avez des collègues qui ne vous laissent pas parler, donc c'est un peu chiant. Donc, il faut être disponible, il faut être réceptif. Alors ça, c'est facile à dire, mais quand vous tombez sur des gens qui ne savent pas communiquer, et non violemment, c'est encore pire. Et puis, parfois, ça chauffe. On a tous vu ça, où ça va monter dans les tours. Ça va être un duel verbal. Et qui est pris en otage? C'est la patiente. Donc, on doit avoir une politesse élémentaire du tout à chacun. Alors, je pense que ça va mieux maintenant. Mais j'ai déjà, comme tous, on a vu des choses abominables qui ne devraient pas se reproduire. Il faut refuser toute forme d'agression verbale. Et je pense que maintenant, les jeunes générations refusent ça, alors qu'on l'acceptait, elle faisait plutôt partie de notre formation de se faire déchirer. Mais voilà, je pense que ça change aussi. On peut faire des fiches d'événements indésirables. Maintenant, on en fait plus. Voilà. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir dénoncer ça. On ne doit pas aller au boulot avec l'idée qu'on va se faire défoncer par quelqu'un. Ça, c'est pas, en tout cas pour moi, c'est insupportable. Faites attention aux mimiques, la communication non verbale. Le langage non verbal, ça parle. Il y a énormément de notre communication qui est en non-verbal. Donc, lever les yeux au ciel, genre il me casse les noix, faites gaffe à ça quand même. Donc, il faut aussi faire attention à tout ce qui ne parle pas avec la bouche. Et puis, souvent, on dit critiquer en privé, féliciter en public. Ça, c'est plus du management. Mais quand il y a des grosses critiques à faire sur des dossiers, ça ne sert à rien de faire une corrida au staff et de s'acharner. Peut-être qu'il vaut mieux dire, voilà, ça a été suboptimal, je convoque la personne dans mon bureau et on refait le point. Et par contre, les félicitations en public, c'est quand même un peu mieux. Sinon, maintenant et de plus en plus, c'est très mal vécu. Alors qu'avant, le staff, on y allait, on savait qu'on allait passer un mauvais moment. Mais voilà, maintenant, c'est plus dans l'air du temps et surtout, ça ne se fait plus dans aucune grande organisation. Autre point important qui s'appelle la conscience de la situation, qui est un truc que je ne connaissais pas, hormis en aéronautique. En gros, c'est quoi? Ça va vous paraître très con parce que jamais on vous en a parlé comme ça. C'est savoir ce qui se passe autour de nous et ce qui se passera. D'accord? Ok, super. Et en gros, l'écart entre la conscience de la situation et la réalité doit être le plus faible possible. En gros, vous devez comprendre en 2 secondes ce qui se passe et ce qui va se passer en quelques secondes. Bon, ça paraît logique. L'expérience joue un rôle. Vous allez dire, j'ai déjà eu ça, là, ça va commencer à aller mal, etc. Et cette conscience de la situation, c'est pareil, ça vient de l'armée. Et Situation Awareness, et c'est l'élément le plus important dans l'amélioration d'une mission dans l'armée. Alors qu'est-ce que c'est? L'OMS en parle depuis 2009, je ne le savais pas, donc je me permets de vous le dire. Et la conscience de la situation, elle est cruciale dans tous les domaines de la santé. Alors c'est quoi la conscience de la situation? Au début, on a des sens, on a une perception. Je ne sais pas, j'arrive dans une salle, il y a une hémorragie du postpartum. J'arrive, perception, les sens. Ok, ça sonne, il y a des alarmes. C'est pas bon ça. Hop, mes yeux, hop, ils regardent dans le sac de recueil. Il y a l'air d'avoir beaucoup de sang. C'est pas bien. Et ça sort du vagin, il y a du sang qui sort. Oh là là. Donc ma vue fonctionne, mes oreilles entendent, et puis il peut y avoir parfois, je sais pas, une odeur. Il y a le feu, j'en sais rien. En tout cas, la perception. Et puis, si, il y a vu, il y a tous les chiffres de l'anesthésiste qui s'allument dans tous les sens. Il faut voir, c'est pas bien ça. Je comprends. Je comprends que ça saigne et que ça saigne trop là. Il y a trop de trucs, je sais pas, ça s'agite. En plus, il y a des anesthésistes qui tournent, machin. C'est pas comme d'habitude, ça commence à être grave. C'est une hémorragie qui commence à être sévère. Donc, je vais anticiper la situation à venir. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Si ça continue comme ça, il va falloir que j'appelle mon astreinte, si j'en ai une, ou mon deuxième chef, ou un deuxième interne, etc. Et donc, en gros, perception, compréhension, projection. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais décider de faire une révision utérine, de mettre du Nalador, j'en sais rien. Je fais mon action et je reviens en arrière et je reprends la conscience de la situation. Ah, ça sonne un petit peu moins, j'ai moins d'alarme, les gens ont l'air de se calmer un peu, ça a l'air de moins saigner. Ok, donc je continue mon Nalador ou je mets un ballonnet de Bacri parce que ça continue à saigner. Et puis c'est ça.
on n'a pas besoin d'en parler puisque vous le faites tous les jours sans savoir qu'il y a cette conscience de la situation. Maintenant que je vous en ai parlé, j'espère que ça va germer. Voilà quelqu'un qui n'a pas de conscience de la situation. Voilà, c'était pour mieux vous le définir de façon plus simpliste avec un joli slip. Voilà, il n'a pas conscience de la situation, ce monsieur. Donc, normalement, il aurait dû anticiper, se dire si je saute dans une piscine gelée, c'est sûr que je vais me faire mal. Salut Christophe. C'est sûr que je vais me faire mal. C'est ça la conscience. Ah, merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait beaucoup. Et donc, dans la conscience de la situation, ça a été étudié, je vais vite, mais dans l'armée américaine. Et la première erreur, c'est la perception, juste de mal voir. Bah, lui, vous avez vu, il a des lunettes roses, il aurait dû les retirer parce qu'il n'a pas bien vu que c'était gelé. Donc, c'est 76% des accidents. Est-ce qu'on peut le transformer en médecine? Probablement, en tout cas. Après, il y a de l'erreur de compréhension. Ça saigne de partout, mais je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un peu plus chiant. C'est pour ça que normalement, on suit un arbre décisionnel. On fait une révision utérine, une révision du col. Mais parfois, on peut se dire, je ne sais pas pourquoi elle saigne comme ça, je ne sais pas. Et voilà. Et puis, l'erreur d'anticipation, ça arrive aussi malheureusement. Mais c'est beaucoup moins fréquent. Et l'erreur de perception, pourquoi on voit mal? Parce que parfois, on est focalisé sur autre chose. La tunnelisation de l'attention, je vais vous en parler dans quelques secondes. Parfois, il y a un problème aussi, je vous l'ai mis en bas, c'est les 12%. C'est l'information, elle est négligée car non conforme aux attentes du pilote. En gros, je voulais juste te dire là, l'hémoglobine, elle est à 4 grammes. Ouais, non, mais non. non, ça, c'est pas possible qu'elle soit à 4 grammes. Ouais. Et donc, on la néglige. Et pourtant, la patiente est vraiment à 4 grammes. Parce que la première chose, on n'y croit pas. Donc voilà, ce genre d'erreur de conscience de la situation. Et puis, parfois, on vous a donné un résultat, mais on l'a zappé parce qu'il y avait trop de boulot. Et ça, malheureusement, ça arrive ou parce qu'on vous a emmerdé et que ça sonne dans tous les sens. Donc, on voit que c'est dans beaucoup d'accidents la conscience de la situation. Et la conscience de la situation, elle est vraiment importante pour être anticipateur ou anticipatrice, j'en sais rien. Être devant l'avion, être devant l'hémorragie, on pourrait dire. Et donc, c'est important que tous, on ait la même conscience de la situation. C'est pour ça qu'il faut parler aussi avec nos collègues anesthésistes qui étaient là juste avant. Mais c'est important de savoir parce que comme on ne se parle pas, et que moi, les chirurgiens, ils n'ont pas envie de parler à l'anesthésiste parce qu'il y a le champ et puis voilà, il y a toujours une barrière hémato-encéphalique. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et parfois, l'anesthésiste, il est obligé d'aller regarder au-dessus du champ, savoir si ça saigne parce que vous ne lui parlez pas. Et parfois, vous demandez à l'anesthésiste, ça va? Ouais, ça va bien, il fait son sudoku, etc. On ne sait pas trop. Et donc, c'est important de dire, écoute, voilà, j'en suis là dans ma césarienne, ça saigne comme ça. Je vais faire un capitonnage utérin, je vais faire une ligature. Et toi, elle est comment? Écoute, moi, je lui ai mis de la noradré, mais pour l'instant, ça va, je la tiens. OK. Donc, et si ça continue à saigner, je pense que j'appellerai mon astreinte. OK, très bien, on a bien parlé ensemble, on sait où on va et tout le monde le sait. On a pas mal d'RMM dans notre réseau où il y a eu des décès, où les gens ne se sont pas parlé. Donc ça, c'est pas possible. Les équipes ne se sont pas parlé. Donc la conscience de la situation doit être partagée avec tous les membres de l'équipe. Attention à tout ce qui peut baisser cette conscience de la situation, la fatigue, le stress, la pression temporelle, tout ce que vous vivez chaque jour en garde, la surcharge cognitive, les défauts de communication et l'effet tunnel, on va y venir pour vous expliquer ce que c'est, mais qui peut vraiment nous mettre dans le souci et on ne peut ne plus avoir cette conscience de la situation. En gros, l'effet tunnel, c'est normal, on a un cerveau très animal et donc quand il y a du stress, quand il y a une grosse surcharge de travail et surtout du stress, on a tendance à avoir un champ visuel qui va se rétrécir et on ne va plus voir ce qui se passe autour et on va être sourd et aveugle. C'est la cécité attentionnelle et la surdité attentionnelle. Et on va s'accrocher éventuellement à des décisions qu'on a prises. Par exemple, vous tirez sur un forceps, vous trouvez qu'il est dur, mais vous n'avez pas envie d'aller faire la césar. En plus, il y a une bradycardie, il faut vraiment qu'il sorte ce bébé. Et puis, vous avez quand même l'impression que ça bouge. Hein. Il a bougé au moins de 1,5 mm. Je sens que ça vient. Et puis, vous tirez de plus en plus, etc. Mais non, je vais pas faire une césar maintenant. Là, il est là, il a bien descendu. Et la sage-femme me dit non, pas du tout. Mais si, moi, je le vois bien. Et puis, on se focalise sur un élément qui est jugé à tort prioritaire. Ouais, la bosse est descendue, ouais, mais c'est que la bosse. Et donc ça, c'est majoré par le stress et la pression temporelle. Et c'est cette cécité, cette surdité que je vais vous illustrer maintenant. Ça, c'est à Megève. C'est un aérodrome de montagne et qui est difficile pour les pilotes. Tout le monde ne peut pas atterrir dans les terrains de montagne parce qu'il y a des montagnes. Et que quand on remet les gaz, parce que parfois on n'est pas dans les bonnes dispositions pour atterrir, on est obligé de remettre les gaz et de remonter assez vite. Le problème des montagnes, c'est haut et on peut se les prendre. Et donc, vous allez voir, il y a 3 personnes dans cet avion de tourisme, un pilote, un copilote et un mec qui filme derrière. Et ils sont, je vous le dis parce qu'après il n'y a que du bruit, vous allez voir, ils sont obnubilés par un avion qui est sur la piste et
Pour atterrir, il faut que l'avion soit parti. Et ils se disent, putain, est-ce qu'il va partir? Sinon, je vais être obligé de remettre les gaz et ça va être un peu chaud. Et je vous laisse écouter. Donc, il faut le trajet classique. La piste est là, ils surveillent l'avion, ils disent ça va être bien. On n'entend pas leur conversation. C'est le dernier virage. Et ils arrivent au final sur la piste. Ils surveillent que l'avion dégage bien. Je suis désolé, c'est fort. Et comme ça, vous comprendrez pourquoi on peut être sourd. Ah ouais. Je ne sais pas si je peux l'avancer, donc j'ose pas trop. Ouais, je vais pas le faire, je suis désolé. Je vais peut-être baisser le son si je peux. Mais... Ah bah non. Bah vous voyez, alors je fais une connerie. J'aurais pas dû. Putain, alors bougez pas. Je vais quand même vous l'avancer. Et donc, alors ils arrivent. Voilà. Et donc ils arrivent sur la piste. L'avion est parti. Donc ils se disent, ça y est, c'est bon, on peut atterrir sans remettre les gaz, c'est parfait. Pour l'instant, tout est plutôt clean. Et puis ils arrivent tranquilles sur la piste, plutôt propre. Vous avez entendu des choses un peu différentes. Et ils atterrissent assez violemment. Je laisse fort exprès. Vous voyez que l'hélice n'est pas dans un bon état. Alors là, ils se parlent, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, bien entendu. Ils n'ont pas la bonne conscience de la situation. Vous allez voir, c'est génial parce qu'ils sont tous vivants. Il va couper. C'est fini, c'est fini. Voilà. Écoutez bien. Je disais, putain, c'est trop vite, c'est trop vite. Ah, il trouvait qu'il allait trop vite sur cette descente, cette finale. Normalement, les trains, ça Ah, ralentit. bordel. Bordel, il sait que le moteur est mort. Ah oui. Là, on était préoccupés par l'avion qui était devant. Et... Ouais. Et moi, j'ai rien vu fumer non plus. Hein. On était, et il a dit, c'est une belle affaire. Ah, il est coupé, mais il dit, ah ben, genre on a gagné l'autre journée. Il a dit, j'étais préoccupé par l'avion qui était devant, je n'ai rien vu fumer. Il n'a rien vu. Donc, je voulais vous montrer par A plus B que ces gens-là, alors c'est un de mes copains qui est pilote de ligne qui montre ça pour montrer ce que c'est l'effet tunnel. Excusez-moi. L'effet tunnel, donc on est focalisé par l'avion qui est devant, c'est normal, ils sont obligés d'être concentrés dessus. Par contre, ils n'entendent pas. Et vous avez remarqué que l'alarme change de son, puisqu'on sait très bien qu'on n'entend pas toutes les alarmes, elle passe en bitonale, personne ne l'entend. Et le troisième mec qui est derrière qui filme doit être probablement un quidam et qui se met derrière et qui n'ose rien dire, parce qu'il se dit, si je les dérange pendant cette phase du vol, ça va peut-être être chaud. Et il dit rien. Et donc, il faut la libération de la parole, c'est-à-dire que tout le monde puisse dire, même selon son niveau de compétence, puisse quand même dire s'il y a un souci. Donc, ça peut être l'aide-soignante qui vous sauve à une visite parce qu'elle vient de récupérer les urines de la patiente. Moi, ça m'est arrivé à Poissy, où l'aide-soignante, elle sait qu'elle peut me parler, elles font la visite avec nous, visite sur papier, et elle nous dit pendant la visite, on n'était pas parti du tout sur ce diagnostic, elle nous dit, je voulais juste vous dire, elle pisse 4 litres. Ah bon? Et ouais, elle boit beaucoup, elle boit 4 litres aussi. Et on est parti sur une stéatose hépatique aiguë gravidique grâce à l'aide-soignante, parce que nous, on n'était pas parti là-dessus. Tout ça pour dire que tout le monde doit avoir la possibilité de parler et de signifier qu'il y a peut-être un problème, parce que cette personne qui s'y connaît probablement moins que vous pourra un jour vous sauver les fesses. Et donc, vous avez vu, ils sont devenus juste sourds attentionnellement, mais on peut aussi devenir aveugle. Parfois, on ne voit pas les choses. Donc, c'est très facile, sur une hémorragie, vous demandez à votre interne ou à n'importe qui, est-ce que tu as vu ça? S'il était concentré en train de faire une révision du col, il ne va pas avoir vu parce qu'il est concentré, il focalise son attention, d'où l'intérêt de travailler à plusieurs, parce qu'à plusieurs, on peut voir des choses. Je pourrais vous montrer certaines vidéos comme le gorille. Pourquoi on tunnelise? Parce qu'on est concentré, parce qu'on n'a pas envie de changer. Par exemple, l'histoire du forceps, on n'a pas envie de changer parce que ça coûte cher le changement. Ça coûte cher en énergie, etc. Et puis on y est presque. Et puis on n'a pas envie de rater, c'est la honte. Donc on continue. Et ça suppose qu'il n'y ait pas trop d'ego. Et donc les pilotes, il
y a un problème, c'est l'atterrissage. Et à l'atterrissage, on a trop envie d'y arriver. Parfois, on n'est pas stabilisé, on va trop vite, on se dit ouais, mais je m'en fous, j'y vais quand même. Et on sait que la majorité des gens vont se tuer sur cette phase. Et donc, on nous dit un atterrissage, c'est une remise de gaz qui a loupé. Ça veut dire que tu pars toujours pour remettre les gaz. Et puis, si ça se passe bien, tu atterris. Et donc, ce n'est pas un échec de remettre les gaz. Là, ce n'est pas un échec de rater un forceps, c'est de dire stop, je m'arrête là, on va faire une césarienne. Mais il y a tellement d'ego et on a été, pour beaucoup et pour les plus vieux, été entraînés à avoir cet ego et à ne jamais rater. Donc voilà, on peut rater, c'est pas grave et on l'explique à la patiente. Et moi maintenant, quand je fais une extraction, je dis à la patiente, tu peux rater. Et si je rate, on fera une césarienne. Comme ça, elle n'est pas surprise si je tire comme un fou, que ça lâche, etc. La tunnelisation, ça peut être, il y a des signes qu'on peut voir, les gens qui tournent en rond, qui sont irritables, qui tapent du pied, il n'y a pas d'écoute, etc. Il faut les aider, c'est des gens qui tournent en rond et qui commencent à rentrer dans un effet tunnel. Et les solutions, c'est quoi? C'est se connaître. Et donc, on sait très bien que quand les équipes se connaissent, c'est beaucoup plus simple pour sortir des effets tunnels ou pour mieux gérer les patientes. Il faut se faire confiance. Si une sage-femme vous dit « ouais, fais attention là, tu es en train de t'acharner. Ah ok, peut-être qu'elle a raison, il faut peut-être que j'écoute. » Il faut être humble et il faut une équipe. Et donc, le travail en équipe est très important. Et donc, ils peuvent vous aider à vous désengager de cet effet tunnel. Pareil aussi, par moment, dans les consciences de la situation, on vous pourrit. Vous n'avez pas conscience de la situation parce que vous êtes tout le temps dérangé. Alors moi, c'est la première fois là à Poissy où je travaille, où j'ai vu ce truc ne pas déranger. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça vous paraît un peu genre DDE, vous bossez sur la route. Mais il suffit d'avoir un bip. Alors le mieux, c'est les internes. Ils se font pourrir, ça sonne dans tous les sens. Eh ouais, est-ce que tu peux venir faire ça entre le truc très grave, le truc pas grave du tout, signer un arrêt de travail? On se fait pourrir. Comment vous voulez avoir une ligne de conduite très sûre? Et moi, c'est une patiente, un couple qui a perdu un bébé. J'étais chef à trousseau et le mec était pilote de ligne. Et il a critiqué sur un plan aéronautique toute notre prise en charge. Pas du tout méchamment, mais et il a parlé de l'interruption de tâche et il dit « on vous parlait, mais pendant 10 fois, vous avez été dérangé ». Et je fais, ouais, il a raison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors après, il est sympa, je ne vais pas refiler un bip et dire à quelqu'un de s'en occuper parce que ce sera le même problème pour l'autre. Mais l'interruption de tâche, en avoir connaissance, c'est déjà très important. Donc déjà, quand vous appelez, faites-moi le plaisir de demander si vous dérangez. C'est très chiant. Et alors, hop, ouais, tu me déranges, je suis en consulte. Ouais, mais attends, je voulais comme... Ouais, mais tu me déranges. Donc tu me rappelleras un petit peu plus tard si ce n'est pas urgent. Ne tolérez pas de vous faire déranger parce que c'est les patients qui sont en face de vous qui trinquent. Savoir accepter de ne pas se laisser déranger. Merci de ne pas me déranger. Facile à dire, pas toujours facile à faire. Là, je ne suis pas disponible, mais je viens de voir après. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas te parler. Et puis, les barrières de protection, l'organisation. Et où est-ce qu'on a vu ça? Sur la préparation des médicaments. Si on vous donne de la chimiothérapie, vous avez envie que l'infirmière qui fait ça, elle ne vous donne pas 3 fois la dose ou qu'elle vous donne juste la bonne dose. Donc, on évite de lui dire, tu sais pas ce que j'ai fait samedi soir, j'ai fait une super soirée, j'étais complètement bourré. Ouais, non, elle est en train de préparer de la chimio, donc c'est pas l'ambiance. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Et bien maintenant, il y a plein de choses sur ne pas déranger, merci de ne pas déranger l'infirmier, stop aux interruptions de tâches. Juste si j'arrive à vous le mettre dans la tête, j'ai gagné, c'est ça l'idée. Et puis après, vous dites, mais c'est normal de ne pas se faire déranger. Et donc voilà, maintenant il y a pas mal de trucs. Alors il y a des zones délimitées, mais moi je vois bien s'il y a sable, les gens vont venir me taper, donc ça ne marchera pas. Mais aux urgences, dans les urgences centrales, il peut y avoir des vitres comme ça, parce que sinon on vous dit où sont les toilettes, où est ma femme, je sais pas, j'ai perdu mon bébé, il est où, et voilà. Et les zones protégées, on peut bosser au moins sans se faire emmerder trop. Et c'est hyper important, c'est pas histoire de pas être sympa, c'est histoire de faire son travail consciencieusement. Je vais bientôt terminer, j'avais commencé avec 10 minutes de retard. Juste vous donner encore toujours des petites notions de CRM, l'intelligence collective. Moi, je ne sais pas ce que c'était l'intelligence collective. Et en gros, c'est est-ce que si on se met tous ensemble et qu'on bosse tous, on fera mieux que si on bosse chacun de notre côté? Et donc, comment transformer une équipe d'experts en une équipe experte? Et ça, c'est tout le travail des facteurs humains et comment on peut faire mieux en bossant et comment on peut mieux communiquer entre nous. Et donc, en gros, déjà, la patiente, elle ira bien si tout le monde fait un effort. Donc ça, on est d'accord. Aussi bien sur les prises de décision que les actions. Et c'est quoi une équipe intelligente? Une équipe intelligente, c'est une équipe qui est hétérogène. Il ne faut pas que des psychopathes dans l'équipe. Il ne faut pas que des mous. Il faut des gens qui bougent, des gens qui aient de l'initiative, des gens qui suivent, des gens qui sont dirigistes, d'autres qui vont se laisser un peu aller. Il faut un peu de tout dans une équipe. Ça, c'est important. Aussi bien en termes de compétences, d'aptitudes, bien sûr, il faut que les gens ne soient pas mauvais, ça c'est sûr, mais aussi bien en caractéristiques sociodémographiques, en opinion, en traits de personnalité, ça a été montré.
Et les groupes les plus intelligents, alors je vous le dis parce que ça c'est démontré dans le livre que je vous conseillerais de lire, il y a une activité très à risque, c'est la montagne et les guides de haute montagne. Et donc souvent les mecs sont un peu chauds, ils savent tout et voilà, et ils se tuent. Et donc ils essayent d'améliorer la sécurité en haute montagne. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte que déjà le plus gradé, alors certains de mes internes peut-être que je leur ai dit, le plus gradé doit parler en dernier. Pourquoi? Parce que si moi, le chef, je dis à mon interne, bon, bah écoute, pour la patiente, tu fais ça, il ne va pas me dire, ah bah non, 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 parce que moi, je ne voulais pas du tout faire ça. Non, c'est moi le chef, donc c'est moi qui décide. Donc, il va se taire. Or, à Tenerife, première slide, je vous ai dit, le copie, il a dit, est-ce que tu ne veux pas calmer le jeu? Non, le capitaine, c'est moi le capitaine, c'est moi qui dis. Mais il avait déjà dit. Donc, il n'y a pas de libération de la parole. Il faut que l'autre puisse exprimer son opinion. Et après, il y a toujours un décideur, bien entendu. Mais en gros, plus vous faites de tours de parole, plus il y aura de sécurité au final dans la décision prise. Et dans les guides de haute montagne, justement, ils font des tours pour non, moi je ne le tenterai pas, etc. Donc ils expliquaient que quand il y a des tours de parole et quand tout le monde peut l'ouvrir, ça se passe mieux que quand personne n'ose ouvrir et que c'est moi qui décide. Parce que moi, je me trompe aussi. Et puis, présence de femmes. Or, ce n'est pas du tout pour être démago, mais en fait, les femmes, elles sont un peu plus sécuritaires que les hommes dans leurs décisions et moins fanfarons. Moi, je suis le guide de haute montagne et je vais y aller. Ouais, mais la femme, elle va peut-être dire, t'es sûr parce que j'ai vu la météo, etc. Donc, ça a été montré dans les organisations où il y a des tours de parole, la présence de femmes, notamment. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Et le collectif intelligent est plus que la somme des expertises individuelles. Alors, comment on peut bien bosser en intelligence collective? C'est connaître ce que tous les autres font. Ah bah, j'ai un anesthésiste qui connaît bien ça, etc. J'ai un obstétricien qui fait bien ça. Donc, il faut faire des coupes de connaissances de l'autre. Il faut qu'on puisse parler, alors très facile à dire, améliorer la connaissance qu'on a. Donc, c'est vrai que souvent, les équipes où on s'entend bien, c'est les équipes qui marchent bien. Et les équipes où tout le monde se chie sur la gueule, ça se passe souvent moins bien. Et moi, je suis passé dans plein de stages où il y avait des divisés pour mieux régner. Donc, les deux PU se détestaient, donc ils se mettaient des bâtons dans les roues. Et qui sera au final pris en otage? Ça sera la patiente, ça ne sera pas vous. Donc, le diviser pour mieux régner, c'est une catastrophe. Et donc, ces petits oiseaux, je les trouve bien. Parce que quand je suis arrivé à Poissy, mon patron m'a dit je ne crois pas à la hiérarchie verticale, je crois à l'anarchie, c'est-à-dire l'absence de ces petits oiseaux. Parce que quand vous êtes en bas, ce n'est pas très agréable. Et donc, il m'a dit, je crois à la hiérarchie horizontale. Et c'est quoi? C'est avoir de bons rapports horizontaux. Bien sûr, il y a un décideur. Il y a quelqu'un qui prendra cette responsabilité, mais que tout le monde puisse parler à peu près sur la même ligne. Et ce n'est pas nouveau, les team building, etc. On va aller faire du canoë-kayak ou du paintball avec son équipe chez Spotify, chez Deezer, dans toutes les boîtes modernes. On fait ce genre de choses. Il y a des billards, il y a des machins. On va tous... Alors eux, c'est pour le fric, parce que l'idée, c'est qu'ils soient performants et donc qu'ils bossent bien. Moi, le matin, je me lève, je ne me dis pas je vais faire du fric en consultant ou en faisant des accouchements. L'idée, c'est simplement qu'on ait un système où les gens sont contents de venir bosser, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement en ce moment. Et puis, dites-moi, j'ai le temps ou pas? Ouais, j'ai le temps. Ouais. Il me reste un quart d'heure, je pense. Et donc, d'avoir une équipe où les gens sont contents d'aller bosser. Et l'idée, c'est juste de la santé, en fait. Et ce n'est pas de l'argent. Tandis que dans ces petites boîtes, enfin dans ces grosses boîtes, c'est plutôt de la performance. Mais toujours est-il que le team building, c'est très important. Et donc, le pot des internes où ils invitent les chefs, etc., mine de rien, on le fait pour être sympa, pour qu'on s'entende bien. Mais on le fait aussi parce qu'au final, ça va avoir des répercussions. Parce qu'on s'entend bien. Et puis, après, les chefs reviennent, etc. Et ça se continue. Et puis, il y a le team training. Alors ça, c'est un peu différent. C'est entraîner son équipe à des situations données. Ça peut être la simulation haute fidélité, des jeux de rôle sérieux, etc. Et on sait que là, c'est pour but d'améliorer les performances stricto sensu de votre équipe. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut aller boire des bières ce soir et aller se faire une séance de simulation, pas après, plutôt avant. Mais l'idée, c'est ça. Et vous voyez bien que sur une Formule 1, et je crois que j'en ai fini dans 10 minutes, une Formule 1, c'est vraiment ce que je vous raconte. Les mecs, alors je ne sais pas s'ils s'entendent bien, mais ils sont en 5 secondes, il ne faut pas qu'ils se mettent dessus trop, parce que je crois qu'un pit stop, ça doit durer, je ne regarde plus la F1 depuis longtemps, mais je ne sais pas, ça dure 5 secondes ou 8 secondes. Il y a 18 personnes autour de la voiture, il faut que ça soit bien coordonné, qu'on parle rapidement et que la voiture puisse repartir, parce que là, c'est des millions d'euros, bien sûr, quand on perd un Grand Prix ou quand on le gagne. Donc voilà, c'est ça une équipe intelligente, c'est tout le monde a un rôle bien donné,
tout le monde va communiquer, ils ont tous des oreillettes, et puis c'est parti, et on y va. Quelques mots sur les conflits et le stress, et puis je vous libérerai. Les conflits, je vous en ai un peu parlé sur la communication non violente, sur les rapports parfois trop verticaux. Ça va aboutir à énormément d'erreurs médicales, et c'est le patient qui trinque. Ce n'est pas le médecin, enfin si, parce que parfois on n'a pas envie d'aller au boulot pour avoir des conflits, et ça arrive malheureusement. Et ça va altérer la qualité de la prise en charge de nos patientes, et puis donc des coûts en santé. Et puis moi, je ne viens pas pour me faire défoncer par quelqu'un, donc je ne vais plus venir, je vais me mettre en arrêt de travail. Le burn-out, qui n'existait pas il y a 30 ans, maintenant ça explose, mais on peut comprendre en tout cas sur certains aspects ce nombre augmentant de burn-out. Et puis, aller au boulot, se faire déchirer, avoir des liens très difficiles, des relations avec les autres, quand on rentre chez soi, on n'est pas bien, et donc ça peut avoir aussi des effets collatéraux. Donc il faut en parler. Je pense que les externes, dès maintenant, dès qu'ils arrivent dans le service, on leur dit s'il y a des problèmes, tu viens me le dire, etc. La libération de la parole, c'est très important dès le départ, avant que ça soit hyper enquisté. Si possible avec les personnes concernées, et sinon on passe au-dessus ou passe par d'autres personnes. C'est difficile, mais il faut prohiber la médisance. Alors ça, c'est un peu bouddhiste, parce que quand il y a quelqu'un que vous détestez, vous allez dire un peu de mal de lui, c'est un peu normal. Mais il faut faire gaffe, parce que ça va enquister le problème. Essayez d'écouter quand même, parce que de façon active, ce qu'on a à vous dire. Et puis parfois, il y a besoin de médiateurs, parce que parfois, c'est très très chaud dans les équipes. Alors, je ne connais pas trop ça dans mon équipe, heureusement, et j'espère ne pas le connaître, mais parfois, dans certaines équipes, plus personne ne se parle, et on aboutit à des situations qui sont gravissimes. Toujours dans les CRM, et pour terminer, puisque je crois que c'est le dernier item que je traiterai, le stress. Et en obstétrique, je pense qu'on en a. Moi, on ne m'a jamais dit que c'était normal d'être stressé en obstétrique. Alors après, quand on parle avec les copains, après une garde, on sait que tout le monde est stressé et ça rassure et on se sent moins seul. C'est normal d'être stressé, c'est un peu comme les erreurs. On est des animaux, donc il y a un stress, ça passe même pas par du cerveau conscient. Et donc en gros, ça sert à quoi ce stress ? Soit à fuir, soit à combattre, soit à être figé. Et on voit très bien, il y a des gens lors d'un stress, ils ne bougent plus, ils ne savent plus quoi faire, ils sont paralysés par la peur. Il y a des gens qui sont hyper chauds, ils vont dire ouais, il n'y a pas de problème et j'y vais, et voilà, et je vais combattre. Et il y en a d'autres, ça sert aussi à ça, c'est fuir. Et on verra bien ce qui se passe. Bon, en obstétrique, c'est compliqué de fuir, mais c'est ça. Mais si vous rencontrez un animal, un lion, moi, je vais plutôt choisir de fuir si je peux, ou sinon je serai figé, mais ça sera compliqué. Et en gros, avec le stress, on en a besoin. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que si on était complètement relaxé, on faisait beaucoup d'erreurs. Donc, il faut quand même avoir une dose de stress. Et donc, quand il n'y en a pas assez, on est dans l'ennui. Et donc, on va se prendre des erreurs dans la tronche et on ne va pas forcément les récupérer parce qu'on pionce un peu. Après, il y a le bon stress qui va commencer à stimuler. Vous le savez, là, vous êtes chaud. Et c'est là où vous allez optimal et en bonne zone de performance. Et puis après, il y a le mauvais stress. Quand ça commence à monter, on l'a tous, et vous l'aurez tous, et c'est normal. Il faut qu'on puisse le reconnaître, mais voilà, on sent qu'on a le cœur qui s'emballe, on ne sait plus trop quoi faire, on tourne en rond, on commence à être un peu plus agressif sur nos gestes, etc. Et là, on commence très vite à se fatiguer, et vous le voyez bien sur une extraction difficile, sur une César sur J2, sur tout ce que vous voulez. Après, on est vidé, quoi. On a besoin d'aller fumer une clope, d'aller débriefer, on le voit très très bien. Et puis après, on est épuisé, et puis après, le pire, c'est la désorganisation et la panique, où on fait n'importe quoi, et ça arrive dans des équipes. Juste que vous sachiez, il y a des stresseurs personnels, il y a des stresseurs professionnels. Moi, j'ai parlé à mon fils des stresseurs personnels. Et je lui ai parlé de cette échelle il y a 10 ans, mais parce qu'on a déménagé, et il ne comprenait pas pourquoi on était un peu tendu. Sur cette échelle, on voit que le déménagement, c'est 20 sur 100. Alors, vous allez voir que ce n'est pas la même chose que, je ne sais pas, un licenciement, mais ça, vous n'en avez rien à faire quand vous prenez la garde. Vous ne demandez pas à votre interne ou à votre chef s'il va bien, s'il est en train de divorcer, s'il est en train de se séparer, s'il y a quelqu'un qui est mort, s'il a un mariage qui est prévu. Avec le mariage, c'est chaud, 50 sur 100. Donc, ouais, et qu'est-ce qui se passe dans les mariages ? Tout le monde se met sur la tronche une fois sur deux, parce qu'on a revu des gens qu'on n'avait pas envie de voir, etc. Et puis on est stressé. Ça, c'est des stresseurs personnels. Pourquoi c'est drôle ? Et pourquoi je vous en parle ? Parce que mon pote qui est pilote, il n'allait pas bien parce qu'il divorçait, et il a mon âge à peu près, et quand il est arrivé dans l'avion, lui il est copilote, et le capitaine l'a vu, et lui a dit « t'as pas l'air bien », il était tout émacié, avec les yeux un peu embués, ça allait pas, il divorçait, il pleurait, etc. Il lui a dit « mais t'es pas bien, t'es sûr que ça va ?» Et mon pote a dit « non, si, ça va. » Il voulait prendre le vol parce qu'il faut bien voler, etc. Et le capitaine lui a dit « tu sors de cet avion. Il est hors de question que tu prennes cet avion. » Alors c'est facile chez Air France parce qu'il y a
capitaine de réserve. Donc mon pote est sorti de l'avion, il y a un autre qui est venu prendre sa place. Alors vous, quand c'est vous de garde le 24 décembre, allez-y pour trouver et expliquer que vous déménagez, que vous avez 20 sur 100 sur l'échelle de Holmes et Ray. Je veux juste vous dire qu'ils sont bien moins cons que nous. Nous, on y va, on est malade. Moi, j'ai fait les gardes avec la sciatique, avec des morphiniques à fond, etc. Tout le monde s'en fout. Et puis, vous perdez vos parents ou machin. Ouais, mais il faut y aller. Alors, on va vous sauver un peu. Mais par moments, ça ne va pas, mais on ne va pas le dire parce qu'il faut faire avancer les choses. Et ça, alors, le risque, c'est que tout le monde étale tous ses problèmes. Bah oui, j'ai pas beaucoup d'argent, alors je ne vais pas prendre la garde ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Mais c'était juste pour vous dire, faites attention à l'autre. Et c'est aussi à vous, c'est votre responsabilité de regarder comment vont les autres dans votre équipe. Et parfois d'écouter, de savoir que, voilà, un mariage, c'est stressant. Voilà. Alors, c'est pas grave, mais c'est quand même chiant. Et il y a des stresseurs professionnels, et ça, vous les connaissez. Parce que tous les jours, on se plaint dans les maternités de la surcharge de travail. Parce que la sous-charge, moi, je veux bien aller travailler dans un endroit où il y a une sous-charge de travail. Mais les conflits professionnels, je le déteste, j'en peux plus, il est vraiment con, je ne veux plus venir travailler. Les modifications du travail, vous changez de maternité, il y a des travaux qui sont faits, tout ça est des organisateurs, et ça peut être chiant. On a eu des travaux dans la maternité, alors là on ne savait plus où faire les césariennes, les bébés, les chercher. Voilà, tout est sujet à du stress supplémentaire. Et puis aussi la situation qui est rare et qui est grave et qui va vous stresser énormément. Et les 2 dernières slides, je crois, me semble-t-il, oui c'est ça, l'équipe doit aider à faire ça et juste de le savoir, juste d'ouvrir la parole, de dire voilà, si tu es stressé, je le comprends et de dire c'est normal. Quand les chefs, ils ont vécu quelque chose de dur, le lendemain, au staff, tu dis ah, mais attends, mais tu sais que je l'ai déjà eu. Il va dire ah putain, et t'as eu peur? Ouais, j'ai eu peur. Ah, très bien, alors je suis pas le seul. Juste de savoir ça, c'est important de savoir qu'on est compris par les autres. Savoir pouvoir demander de l'aide, et ça nécessite une notion de culture dans votre service où on peut demander cette aide. Vous demanderez aux internes s'ils sont d'accord. À Poissy si c'était comme ça. Savoir reconnaître les symptômes du stress chez les collègues. On a des internes dans le service là, on sent parfois qu'il y a besoin d'aide, qu'il y a des gens qui sont plus fragiles que les autres et on va essayer, pas plus tard qu'hier soir, on m'a dit qu'il fallait que j'aille parler à l'interne, etc. Voilà, parce qu'il y en a qui vont pas bien, il y a des gens qui ont des situations à la maison qui sont compliquées, il faut essayer de creuser. Ça nécessite du temps, mais ça nécessite de faire attention à l'autre et si vous faites attention à l'autre, ça marchera mieux dans votre équipe. La bonne ambiance, c'est facile à dire. Moi, j'ai de la chance de travailler dans une structure où il y a une bonne ambiance. Et bien avant que j'arrive, il y avait une bonne ambiance. Donc, l'idée, c'est de continuer. Et c'est quand même sympa d'arriver mais vous n'êtes pas responsable de l'ambiance qu'il y a. Mais en tant que responsable de la maternité, moi, je suis un peu responsable de ça. L'humour, c'est important, de se marrer. Ça réduit un peu le stress. Plutôt que l'ironie en disant, t'as vu, c'est lui qui a encore pris la garde, c'est une torche. Et voilà. Et donc ça fera des équipes plus calmes. L'ambiance calme, sans bruit, difficile à faire dans une maternité où il y a des bips qui sonnent, etc. Mais vous avez vu que dans les aéroports, il y a beaucoup moins, ils essayent de faire des aéroports sans bruit, silencieux, avec moins d'annonces, etc. Parce que les gens sont très stressés dans les aéroports. Se faire confiance, partager, c'est des mots qui semblent évidents, mais je veux juste que ça résonne peut-être en vous. Culture de la lutte contre les interruptions de tâches et dire ouais tu me déranges, je te rappellerai, je suis désolé mais là je ne peux pas et demander si vous dérangez aux gens. Savoir dire non, c'est important. Reconnaître ses limites et dire voilà moi je ne sais pas faire ça, je vais demander de l'aide et appeler à l'aide. À Poissy par exemple, on l'a vraiment mis en place, on n'en a rien à faire, ce n'est pas grave. Appel à l'aide, il n'y a aucun souci. Et quand tu sais que tu peux appeler, tu es meilleur en fait et tu as moins peur et tu te fais moins mal parce que l'idée c'est de ne pas se faire mal en allant travailler. Alors, être reposé, avoir dormi et mangé, ça c'est plutôt drôle. Oui, alors ça dans un monde idéal. Alors, chez Air France, ils mangent des plateaux repas très bons qu'on leur sert. Nous, si vous avez la chance de manger à 2h du matin une pizza froide qu'on vient de vous livrer, c'est déjà génial. Être reposé dans un monde idéal, bien entendu. Mais savoir que être fatigué, etc., ça peut vous faire des bêtises. Là, dans les RMM, on parle, on dit si les équipes étaient fatiguées, s'il y avait des équipes en moins, etc. La culture de la solidarité, c'est des mots qui sont importants. Mais voilà, savoir se comprendre et de s'aider les uns les autres. Et puis, toujours un briefing, un débriefing en équipe avant d'aller sur une gémellaire ou sur une César difficile. C'est important juste en quelques mots de dire, voilà, on part là-dessus sur un Prévia, fais attention quand tu vas décoller, etc. Essaye de choper les membranes. Juste de faire une opération mentale avant de se lancer dans le truc. La patrouille de France fait tout le temps ça. On voit les mecs, ils sont complètement autistes, ils font comme ça, ils montent, hop, hop. En fait, il y a une opération mentale qui est faite. Et là, c'est important aussi de la transmettre à l'autre en leur disant, avant de commencer, on va faire ça, on va faire ça. Et puis parfois, si ça se passe comme ça, on va faire ça. Et puis un débriefing. Ça s'est bien passé, bravo. Voilà, tu as très bien fait ta manœuvre, ça c'était bien. Ça
c'était moins bien, ou ça, c'était pas bien du tout, il faut vraiment qu'on le retravaille, et c'est pas grave. Mais sachez que l'apprenant, il a besoin aussi que vous lui fassiez des retours. Et c'est pareil, moi, s'il y a un anesthésiste qui me dit, j'aurais bien aimé te reparler de ce cas qu'on a fait ensemble, etc., ça suppose que vous acceptiez une certaine critique qui n'est pas forcément négative. Mais l'idée, c'est quand même de s'améliorer et que les gens aillent mieux. Donc, voilà, briefing et débriefing. Par exemple, quand il y a eu un décès sur un vol, ils font des débriefings minutes sur un New York, un de mes copains qui est pilote, et il y a eu un mort sur le vol. Donc c'est un peu chaud. Et ils l'ont mis dans un sac plastique et dans les toilettes. Ils ont condamné les toilettes. Il me racontait ça. Et je dis putain, mais c'est très chaud et tout. Sur le vol, les gens étaient comme ça. Et tout de suite, dès que l'avion a atterri, ils ont fait un débriefing minute avec tout l'équipage pour faire redescendre. Ça, c'est hyper important. Juste un débriefing minute. On en refera d'autres après. Mais sachez-le. Donc quand il y a un truc qui est chaud, vous sortez un bébé qui est mort. Parfois, vous ne vous rendez pas compte que l'interne, il a pris énormément ou que l'externe, il n'a jamais vu un bébé mort. Vous faites, oh, il est mort. Bon, voilà, quoi. Ouais, non, mais lui, il est peut-être traumatisé, quoi. Donc, juste un débriefing, juste 2 minutes. Tu sais, voilà, ça peut arriver, machin, si tu veux qu'on en reparle demain, mais juste ça. Et donc, c'est intéressant, cette idée de débriefing aux 6 minutes. Voilà, et il est 19h05, l'heure de la bière à Lille. Et donc, juste, j'espère que vous aurez retenu que c'est important, les facteurs humains en médecine. C'est important que vous connaissiez cette notion cruciale, si vous ne la connaissiez pas. L'accepter, cette idée, alors chez les jeunes, ça tombe sous le sens. Vous leur dites un truc tout à fait logique. Chez les vieux, c'est plus compliqué parce que, bof, ils y croient moyen. Prendre conscience de certains facteurs, la conscience de la situation, l'effet tunnel, le stress, etc. dont on a parlé. Favoriser dans vos équipes la libération de la parole autant que faire se peut. La non-punition de l'erreur et améliorer nos communications. Et favoriser au maximum les retours d'expérience, les RMM, c'est quand même très important. Moi, je trouve ça bien. Alors nous, on y va parfois à reculons. On fait putain, il y a une RMM, j'ai pas envie, c'est le mardi soir, ça finit trop tard et tout. Ouais, mais c'est comme ça qu'on progresse, c'est qu'on essaie de trouver des solutions pour faire un peu mieux. Et l'importance des débriefings et de la simulation. La simulation haute fidélité vous permet d'étudier tout ce qui est la communication. C'est pas simplement pour faire une révision du col. C'est vraiment important aussi pour comment vous communiquez. Moi, j'adore faire de la simulation parce qu'on va voir comment vous parlez à l'anesthésiste. On en a, ils s'engueulent, ils se parlent mal, ils se regardent pas, ils se parlent pas. C'est vraiment génial. C'est vraiment un terreau propice pour qu'il y ait des erreurs et qu'on les mette en exergue. Et voilà. Et des topos. S'il y a un truc que je peux vous conseiller qui se lit l'été tranquillement, hyper vite, les décisions absurdes, hein, je le connais pas personnellement. Enfin, si je le connais, j'ai déjà vu Christian Moret. Juste le 2. C'est un peu ce que je vous ai raconté en 1000 fois mieux. Et ce mec est sociologue et il est allé à la Pitié-Salpêtrière, il est allé en réa, il est allé faire de la cime, en obstétrique, il est allé dans des sous-marins, etc. pour voir comment le travail en équipe était fait. Ce livre est vraiment passionnant. Les autres, un peu moins, donc je vous le passe, le 1 et le 3. Mais celui-là est génial et il est allé vraiment partout et il retire justement toutes les leçons dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Et puis, pour ceux qui le veulent, on avait écrit voilà, ce petit papier en français de l'aéronautique à l'obstétrique, justement, où on reprend ces grands mots et qu'on a écrit avec un de mes amis qui est pilote de ligne chez Air France et qui a apporté tout l'éclairage aéronautique. Et je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions.